Bonjour à tous. Et oui, il est enfin arrivé le fameux BattlePod de Kit Concept que nous allons déballer assez rapidement pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc le carton est à même la boîte, mais il n'a pas souffert, on va pas leur en vouloir. C'est pas forcément leur habitude, j'avais déjà reçu des produits Kids Concept et sur les coins, ils avaient mis des protections en plastique dur, ce qui était assez sympa. Voici donc le fameux BattlePod. Alors on va lui enlever le petit sac en plastique. Les photos qu'on avait pu voir sur le net ne mentaient pas. C'est vraiment très joli. Alors, on a vraiment une très belle représentation avec des parties mates et d'autres parties qui sont brillantes, qui mettent le BattlePod en valeur. Avec à l'arrière toutes les différentes positions et les systèmes d'ouverture. Alors comme c'était le cas pour les VF1, c'est une sur-boîte voilà, qui renferme une boîte HC générale. Alors, hop, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, je retire délicatement le scotch à l'arrière, de façon à éventuellement pouvoir le remettre en place. Bon, jusque-là, j'ai jamais eu de problème. Les boîtes sont assez bien faites chez Kids Concept. Si on retire délicatement, on n'arrache pas la couche de papier de la boîte. Et hop là. Hop, je vais la poser un peu plus loin. Voilà, voilà la bête. Alors c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Je ferai des comparos avec ce que j'ai déjà en termes de BattlePod, mais il est carrément monstrueux. Il est carrément monstrueux. Alors des BattlePod, il y en a eu plusieurs modèles. Qui est évidemment l'ancien de Matchbox, qui a été réédité plus tard par Monigold. Ensuite, on a eu différentes versions en maquette qui existaient, en passant par les tout premiers qui étaient sortis d'une marque, j'ai oublié le nom, qui était assez petit. On a eu une version, on a eu des versions de chez Toynami, qui était la collection vinyle, qui était très sympa. Ça ne se transformait pas, il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens de les articuler, mais elles ont quand même une bonne gueule. Donc depuis, on n'avait pas beaucoup de choses, à part la version 1 centième qui avait été sortie par Bandai pour la série que j'ai oublié, hein, peu importe. Voilà. Donc on a quelque chose qui est carrément monstrueux. Honnêtement, je crois qu'on est vraiment très peu de personnes où on s'attendait à avoir un tel engin. C'est absolument énorme. On a l'impression un petit peu d'avoir ce qu'on a connu avec le BattlePod de Matchbox. Donc c'est un truc énorme. Il est gros, c'est encore mieux que tout ce qu'on avait pu imaginer jusque-là. Alors oui, effectivement, on a attendu longtemps pour l'avoir, mais franchement, si je vais essayer de faire les petits clics pour voir. Hop. Alors, on n'entend pas forcément de clics, mais on sent que les articulations sont assez dures. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça peut donner avec le temps, mais c'est assez sympa. C'est assez sympa. Là, par contre, ouais, c'est très ferme. Alors j'ai vu sur les photos qu'il y avait plein de choses à faire avec, notamment retirer cette petite plaque. Ça me démange depuis que j'ai vu les photos. Ah voilà. Donc on a une représentation de la mécanique intérieure. C'est vraiment une super idée de la part de Kids Concept. Hop. Je sais pas comment ça se remonte. Est-ce que c'est juste aimanté ou quoi? Non, c'est des petits clips.
juste à poser. Le fameux cockpit, alors j'ai pas du tout encore essayé. On va regarder déjà la partie arrière. Hop, ça c'était comme la version de Bandai ou 1/100. Donc ça nous permet de dégager, de soulever, et effectivement on voit parfaitement l'intérieur. Alors je sais pas si c'est assez net avec l'appareil. J'ai pas encore mis les piles forcément, je viens de le déballer. Hop. Et la partie avant, alors que j'ai pas du tout essayé, voir comment ça se soulève. Hop. Hop. Voilà, apparemment. Bon, c'est pas évident, mais on sent que ça va venir. Hop, donc vers l'avant. Voilà. Visiblement, il faut dégager le cockpit vers l'avant pour soulever l'ensemble. Et là, effectivement, c'est bien tout ce comme on avait vu sur les différentes photos sur Internet. C'est plein de couleurs, plein de gadgets. On voit qu'ils ont mis effectivement certaines peintures fluo, qui peut donner effectivement un sacré résultat de nuit que j'essaierai plus tard. Mais effectivement, le design et les détails sont vraiment super. Hop, on va refermer. Le système de fermeture est assez bien fait en fait. Hop. Pareil pour l'arrière. J'avoue que je suis, comme beaucoup, très agréablement surpris. C'est une sacrée bestiole. Le responsable de la boîte de Kits Concept l'avait dit, qu'effectivement il nous ferait un produit très qualitatif. Écoutez, franchement, pour le prix qui est de 140, 130, ouais, 140 € aujourd'hui, c'est vraiment super. C'est vraiment super, c'est une belle bête. Là, j'avoue que je ne regrette pas. Et je regrette d'autant pas non plus d'avoir commandé les deux autres qui suivent, à savoir le Light et le Heavy Missile Carrier. Voilà. Allez, on va faire la suite à l'intérieur pour comparer avec les différents automodèles qui existent. Bon, finalement on continue dehors, ça serait dommage de ne pas profiter de ce beau temps. J'ai juste descendu ce que j'avais sur les étagères, à l'exception du modèle Regult Revoltech, que je n'ai pas retrouvé, mais qui n'était pas formidable. Il est plus petit que celui de gauche, donc il n'était pas très intéressant. Donc de gauche à droite, donc nous avons le fameux 1/100 de chez Bandai. Alors, qui était déjà très bien articulé, avec déjà un système de trappe à l'arrière. C'était déjà une version c'est une des plus jolies versions qu'on a eues. Il faut reconnaître que Bandai avait fait un sacré boulot, c'est la gamme High Metal Air, et c'était vraiment très sympa. Bon, dommage que la production ait été assez limitée, puisque les modèles suivants, avec les missiles sur la tête, et le Heavy et le Light, ont été vendus de mémoire en édition limitée sur le site de Bandai. Ouais, bref. Bizarrement, on les a pas vus produits très longtemps. Juste à côté, celui qui était censé être un 1/100, qui en fait ne l'est pas. C'est la gamme vinyle de Toynami. Alors pourquoi il ne l'est pas? Écoutez, si on compare les tailles, on s'aperçoit qu'il est à peu près du même gabarit que les statuettes qu'on appelait les Books Hand de chez Toynami. Il y en a eu deux versions. Donc si on mesure, c'est à peu près du 1,85e. Donc contrairement au Bandai, il n'a pas de réelles articulations. On a la possibilité de faire des petits mouvements comme ceci. Voilà. Il faut y aller très doucement parce que les articulations sont assez sèches. Mais bon, ça bouge un petit peu. Voilà. Rien d'extraordinaire, mais par contre ils sont vachement bien moulés. Il faut reconnaître ça avec Toynami, c'était pas forcément des trucs hyper posable comme ils aiment les appeler, mais il est extrêmement bien moulé. Franchement, dans une collection, à l'époque ça valait pas cher du tout, c'était 20 balles je crois, et franchement ça suffisait largement.
Moi, je sais que je les ai tous et c'est vraiment une gamme assez sympa. À côté, comme vous pouvez le reconnaître, on a notre vieil ami de chez Matchbox. Ah, j'avais oublié que j'avais laissé un petit personnage dedans. Voilà. Donc, qui lui était assez simple. Mais ils avaient quand même mis à l'intérieur des petites décos. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Bon, faut dire ce qui est, ce n'est pas un objet de collection comme ça peut être de nos jours. C'était vraiment des jouets destinés aux enfants, mais ça faisait son effet et puis c'est devenu un objet de collection comment dire, que tout passionné de Robotech ou Macross se doit d'avoir dans sa collection. Voilà, et puis bien évidemment, notre ami de chez Kids Concept que on a pu voir au déballage tout à l'heure. Sur lequel je viens de m'apercevoir d'ailleurs en vidant la boîte que je n'ai pas de pile. Alors est-ce que c'est un oubli sur le mien? Est-ce que c'est tout le monde comme ça? Je ne me souvenais pas d'avoir vu ça quelque part sur le net. Je vais aller vérifier tout ça. Voilà pour la fin de la présentation. Je vais prendre quelques clichés et on continue pour la suite. Et on retrouve la dernière partie. On va voir de façon un peu approfondie les articulations et les LED. Alors au niveau des articulations, on a déjà vu 2-3 trucs rapidement tout à l'heure. Alors j'ai montré ce que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est voilà, le mécanisme des jambes. D'un coup d'ongle, on peut facilement retirer. Ça, c'est très 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 cool, comme je l'ai dit. Ensuite, on a plusieurs types d'articulations. On va commencer par le bas. Au niveau des pieds, vous avez la griffe, l'ongle, on l'appelle comme on veut, là, qui a un seul gros kick. Celui du talon, qui va jusqu'à 45 degrés. Voilà. Le petit design, dessous, derrière. Voilà. Nous avons les genoux, ici, alors les genoux inversés, mais ça reste des genoux, qui sont, ce qui est très sympa en fait, c'est qu'ils sont vraiment bien designés, qui fait que quand on est en position de repos, tout est caché, on ne voit rien de particulier. Alors qu'effectivement, comme je l'ai montré tout à l'heure, il suffit de bien tirer, on laisse apparaître le mécanisme, hein, même si c'est pas un truc à clic, c'est quelque chose quand même qui a une certaine fermeté. Je ne sais pas si on peut le voir, mais ça ressemble à un mécanisme serré avec un entre métal et caoutchouc. Bon, à voir ce que ça donne dans le temps, comme j'ai dit. Donc, qui lui permet d'avoir la fameuse pose de canard. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Bon, je l'ai fait vite fait, mais le principe, il est le même. Hop, hop, hop. Alors, comme il est dit dans le manuel, veillez toujours à être en position bien en face pour pouvoir remonter. Vraiment faire très attention quand on remonte les articulations des genoux. Hop. Ensuite, nous avons les mécanismes des hanches, alors qu'on peut très bien voir depuis l'arrière. Les hanches, bon, il y a déjà des beaux clics, ça c'est indéniable. Mais en plus, on a la faculté de pouvoir les écarter, comme ceci, et de les incliner. Donc, hop, en jouant un petit peu sur les hanches, ça permet d'obtenir des positions de combat assez sympas. Voilà. Allez. On revient à la position normale. Hop. Et on les rapproche du corps. Voilà au niveau des articulations des jambes. Ça peut paraître pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Au niveau de la tête, bon, il n'y a pas grand chose parce que c'est lié à la position de la tête sur les pattes, sur les hanches, donc forcément ça se limite à un petit mouvement de droite-gauche assez simple. À l'avant, les petits canons, les moustaches qui ne bougent pas du tout, attention à la casse. Les grands canons qui eux sont amovibles comme sur beaucoup de versions de BattlePod. Et à l'arrière,
Les petits canons, pareil, qui bougent un peu dans tous les sens. Il reste uniquement sur les côtés les réacteurs. Bon, ils sont hop, voilà, à cran un peu dans tous les sens. Voilà pour les mécanismes du BattlePod. Alors, on va passer à l'éclairage des LED. Alors, il faut savoir que la bonne nouvelle, c'est que des LED, il y en a partout. La mauvaise, c'est que, vu qu'il y en a partout, il faut beaucoup de piles. Alors, c'est ce que je disais au début de la vidéo. En fait, elles ne sont pas fournies, parce qu'il y en a quand même une douzaine. Donc, il s'agit en fait des piles modèle LR626. C'est marqué en tout petit dans la doc, donc je vous le précise. Ça se trouve assez facilement sur Internet, et il en faut 12. Donc, 12 piles pour faire quoi? Eh bien, je vous les montre rapidement, en même temps qu'on va montrer l'effet des LED. Alors, on va commencer par les plus embêtants. Alors, c'est d'ailleurs un reproche que je fais à Kit Concept sur certains de leurs produits, notamment les VF1. C'est qu'ils ont tendance à mettre les interrupteurs des LED dans des endroits qui n'est pas forcément facile à ouvrir, alors que justement, il faudrait qu'on puisse y accéder facilement. Je prends notamment l'exemple des VF1, qui sont des appareils magnifiques, mais voyez-vous, ici, si je voulais atteindre l'interrupteur des LED, ben, cette partie-là, ben, il faut que je la retire. Alors ben, amusez-vous, parce que même avec un bon ongle, pour arriver à le sortir, accrochez-vous. Voilà, il faut un petit outil. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est casse-pied, un interrupteur, on a besoin d'y accéder facilement. Et c'est pas top. Bon, alors c'est pas aussi compliqué sur le BattlePod, puisqu'en fait, d'un coup de pouce, il suffit de faire sauter ce qui est au-dessus du réacteur. Alors, c'est pas tant le fait de le faire qui m'embête, c'est plutôt le fait que c'est d'une façon assez curieuse, puisque c'est un petit plastique à cran qu'il faut aller loger entre la paroi extérieure et le rebord du, du socle à pile. Donc, on remet, on rappuie. Donc, c'est pas compliqué, ça a l'air de marcher bien. Maintenant, je m'inquiète un petit peu dans ce que ça va donner dans le temps. Bien, tout ça pour dire que l'interrupteur, il est ici, je l'allume. Pareil pour l'autre côté. Ah. Petit faux contact. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de jolis effets rose mauve. C'est très très joli, c'est assez puissant. Ça fait vraiment son effet quand la lumière est un peu plus tamisée. On va passer aux deux éclairages de LED, des autres LED, qui sont cachés. Alors là, c'est beaucoup plus facile. C'est la partie derrière. Vous voyez, alors, il suffit juste de sortir le cache des petits canons à l'arrière. Et on a l'interrupteur qui est derrière. Alors celui-là, comparé aux autres, il a deux fonctionnalités. Si je bouge d'un cran, je veux dire, ça m'allume les canons de tête de façon clignotante. C'est tout. Si je le pousse un peu plus loin, non seulement ça me met une lumière fixe dans les canons de tête, mais en plus de ça, ça m'allume les LED arrière du cockpit. Alors, on le voit assez bien, je pense, à la caméra. Les LED arrière, comme celle de l'avant que je vais allumer tout à l'heure, sont des LED de ce qu'on appelle de lumière noire. La même chose qu'on a dans les boîtes de nuit. C'est des lumières qui font réagir les peintures fluorescentes qui sont utilisées un peu partout dans le cockpit. Donc voilà, l'effet est franchement génial. On ne voit pas forcément bien à la caméra, mais c'est vraiment super.
Ce qui va nous amener au dernier interrupteur, qui lui est caché à l'intérieur du cockpit. Et ça va nous permettre de voir le mécanisme justement d'ouverture du cockpit. Alors le cockpit, comment on l'ouvre? C'est assez simple. Voilà. À la base, il est comme ça. On soulève. On fait basculer la face avant. Et la partie bleue, il va falloir la faire sortir en tirant légèrement, parce qu'elle est coincée entre les deux mécanismes. Voilà. Et ça nous permet de voir le magnifique cockpit, plein de détails. Là aussi, vous avez dû voir beaucoup de photos sur Internet. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc la dernière LED, elle est là. On a la LED ici, le petit interrupteur tout à côté. Je ne vous montre pas le logement des piles. Il est à l'intérieur de ce bout de plastique, c'est pas facile à enlever. Voilà. Donc en le rallumant, le remontage, on coince, hop, on fait passer, on remonte la face avant et on appuie. C'est pas compliqué, quand on a le coup de main, ça marche assez bien. Et là, ça nous permet de voir à l'intérieur, avec l'ensemble des LED allumés. Voilà. Tout le détail encore une fois. Voilà, l'effet est vraiment, vraiment, vraiment super. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais en vrai, c'est génial. C'est génial. Et en plus, ça allume la fameuse lumière rouge de l'œil du bateau-pilote. Alors, ça donne pas, franchement, les couleurs sont pas super. J'ai regardé sur les vidéos, c'est pas génial. En vrai, les couleurs sont très vives. Voilà. Voilà, donc petit tour effectué donc, du mécanisme et des LED, qui en font un appareil vraiment exceptionnel sur le marché, parce qu'on n'a jamais, jamais eu un truc comme ça. Franchement, pour moins de 140 €, hors frais de port, c'est vraiment super. Toujours pour rester dans les LED, il y a une petite notice, petite note dans la documentation qui dit précise que les LED du cockpit, il ne faut pas les laisser trop allumés parce que ça consomme. Et effectivement, alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais les piles que j'avais mis, moi, elles n'ont pas duré longtemps. Je vous le dis. Donc il est possible que les petites LED lumière noire soient un peu gourmandes. Parmi les petites choses qu'on peut rajouter sur ce produit, c'est ce qui était prévu avec. Alors il faut savoir qu'à l'origine, le produit, quand la première fois qu'il a été mis en précommande, il y avait ce qu'on appelle un display stand, c'est-à-dire un support, un peu comme celui qui est ici, et un petit personnage, un soldat Zentradi. Les deux ne sont pas livrés. Alors il y a deux raisons à ça. C'est d'abord le display stand a carrément disparu. Je crois que ça, on peut s'asseoir dessus, on l'aura jamais. Et le Zentradi, le soldat Zentradi, lui, est censé arriver quand ils auront fini les tests avec les autres BattlePod, sachant que ceux aujourd'hui qui commandent ce BattlePod ne l'auront pas. Aujourd'hui, dans la fiche produit, il est clairement marqué qu'il ne fait pas partie de la commande. Mais nous, les premiers qui l'avons commandé, précommandé, on devrait l'avoir. Voilà, nous avons fini cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.